Bonjour à tous, cette vidéo est la cinquième d'une série de 6 vidéos consacrées à l'économie, aux mathématiques et à leur enseignement. Si vous n'avez pas vu les parties 1 et 2 précédentes, il est préférable d'aller les regarder d'abord. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu les parties 3 et 4 avant. Si tu es élève au lycée, tu as subi ou tu subiras ces mensonges pendant 2 ans, comme ça tu es prévenu. Si tu es professeur au lycée, en mathématiques ou en économie, j'espère que tu vas apprendre des choses, mais ça risque de piquer un peu. Et sinon, tu apprendras comment en France le lycée enseigne l'idéologie économique dominante. Dans la partie 1, nous avons présenté les contradictions de la théorie économique standard, et à quel point, cependant, elle est largement enseignée en France. Dans la partie 2, nous avons décrit le cadre général, le modèle de concurrence parfaite. Nous avons montré que c'est une idéologie qui soutient le capitalisme financiarisé et mondialisé actuel. Dans la partie 3, le choix du producteur en concurrence parfaite, nous avons montré l'irréalisme radical de ces hypothèses et les mensonges de certains programmes du lycée. Dans la partie 4, le choix du consommateur en concurrence parfaite, nous avons montré à nouveau l'irréalisme radical des hypothèses. Dans cette vidéo, nous allons présenter l'offre et la demande de marché et les confronter pour obtenir la fameuse loi de l'offre et de la demande. Nous verrons que l'économie standard n'a presque rien prouvé d'intéressant, mais qu'on l'enseigne quand même au lycée. Dans cette vidéo, les mathématiques nécessaires sont les fonctions du lycée et les vecteurs d'un espace de dimension n, mais il n'y a rien à savoir sur le sujet. Vers la fin, seulement, nous utiliserons une fois une intégrale. Nous allons examiner d'abord les fonctions d'offre et de demande dans les programmes de SES et de mathématiques du lycée, puis les fonctions d'offre et de demande dans la théorie standard. Pour finir, nous verrons en exemple l'explication néoclassique du chômage par la loi de l'offre et de la demande. Réutilisons la vidéo de l'Académie de Versailles qui présente le marché concurrentiel. Une entreprise produit du bois de chauffage. La quantité offerte dépend du prix, des coûts de production, des facteurs naturels, de la demande anticipée, etc. Quel est l'effet du prix sur l'offre? Quand le prix de vente augmente, l'entreprise a intérêt à augmenter sa production, donc l'offre augmente. La loi de l'offre affirme que prix et quantité offerte d'un bien varient dans le même sens. Autrement dit, l'offre est une fonction croissante du prix. Maintenant, le consommateur peut acheter du bois de chauffage. La quantité demandée dépend du prix, du revenu du consommateur, des facteurs naturels, des préférences du consommateur. Quel est l'effet du prix sur la demande? C'est tout simple, quand le prix de vente augmente, le consommateur diminue sa consommation. La loi de la demande énonce donc que prix et quantité demandée d'un bien varient en sens opposé. Autrement dit, la demande est une fonction décroissante du prix. Voici la loi de l'offre et de la demande, globale, car ce sont les sommes des offres et des demandes individuelles. Les coordonnées du point d'intersection sont appelées prix d'équilibre et quantité d'équilibre. Pour ce prix et cette quantité, comme le dit la vidéo, tous les acheteurs et vendeurs sont satisfaits. Premier problème, la fonction d'offre globale d'un bien, on dit aussi agrégé, est la somme des fonctions d'offre de tous les producteurs de ce bien. Or, d'après la vidéo 4, toutes les offres individuelles sont discontinues. Donc l'offre agrégée est aussi discontinue, a priori en autant de points qu'il y a de producteurs. Il n'y a aucun moyen de prouver que le point d'intersection existe. Cette fonction d'offre agrégée ne peut être affine, puisque les fonctions d'offres individuelles ne le sont pas. Deuxième problème, il y a une contradiction entre l'hypothèse que les entreprises sont preneuses de prix et leurs décisions n'ont aucune influence sur le prix du marché, et l'hypothèse de croissance de l'offre. Alors pourquoi? Supposons que l'offre d'une seule entreprise augmente. Toute la courbe d'offre agrégée se déplace d'autant vers le haut. Sur le dessin, la courbe bleue en pointillé devient la courbe bleue en trait plein. Le prix d'équilibre diminue, d'une quantité infinitésimale mais non nulle. L'augmentation de l'offre a modifié les prix. Passons à la théorie standard universitaire. De quelle offre et de quelle demande parle-t-on? Il semble que, dans l'exemple précédent, il y ait tous les agents, producteurs et consommateurs, et un seul bien. Dans l'exemple, c'était le bois de chauffage. Nous allons voir que ce n'est pas ce que dit la théorie enseignée à l'université. On peut dire aussi la microéconomie, car c'est la théorie fondée sur les choix individuels des agents. Dans les exemples de SES, au lycée, il est souvent question d'un seul bien, de tous les producteurs et de tous les consommateurs. En réalité, dans le cas de la demande, la théorie standard universitaire étudie surtout deux cas. Premier cas, tous les biens et un seul consommateur. Deuxième cas, tous les biens et tous les consommateurs. Examinons le cas où on considère tous les biens et un seul consommateur. On considère donc un nombre petit l de biens, le vecteur des prix unitaires, P1 jusqu'à PL, W, le revenu du consommateur, dj de P et W, la demande du consommateur pour le bien numéro J, x de P et W, le vecteur de ces demandes. C'est ce qu'on appelle la fonction de demande individuelle du consommateur. Déjà, les problèmes apparaissent. Premier problème. X de P et W est un vecteur de nombres réels, ce qui signifie à nouveau que les biens sont indéfiniment divisibles, même si ce sont des tables et des chaises.
Deuxième problème, la notation x de P et W suggère que P et W sont des variables indépendantes. Mais ce n'est pas vrai. Le revenu W dépend du salaire du consommateur, qui dépend du salaire horaire, et ce salaire horaire, c'est un des prix de P, car le travail, c'est un bien que les travailleurs offrent sur le marché du travail. La théorie standard fait trois hypothèses sur la demande individuelle. Nous allons les examiner l'une après l'autre. Première hypothèse, la demande x de P et W est homogène de degré zéro. La signification est que si les prix et le revenu changent dans les mêmes proportions, alors les choix de consommation ne changent pas. Deuxième hypothèse, une pure égalité comptable appelée la loi de Walras. P scalaire x de P et W égale W. Quelle est la signification? Le point est le symbole du produit scalaire des vecteurs. Donc, P scalaire x de P et W est la somme des PI DI de P et W. C'est donc le prix du panier choisi par le consommateur. La loi de Walras affirme donc que le consommateur dépense tout son revenu. Il peut en épargner une partie, mais le dépensera plus tard. Le consommateur dépense tout de son vivant dans cette théorie. On dit que la demande x de P et W satisfait l'axiome des préférences révélées dans le cas suivant. Supposons deux choix de consommation différents, x de P et W, x de P' et W'. Supposons ensuite que x de P' et W' est accessible au prix P et au revenu W. Alors, x de P et W ne doit pas être accessible au prix P' et au revenu W'. Reprenons pour déterminer la signification. Si le panier x de P' et W' est un choix possible au prix P et au revenu W, pour autant, le consommateur, lui, par définition, choisit x de P et W à ce revenu et à ce prix. Ceci révèle une préférence pour le panier x de P et W contre le panier x de P' et W' lorsqu'il est possible d'acheter les deux. Quelle est la cohérence attendue du consommateur? Celui-ci préfère le panier x de P et W contre le panier x de P' et W'. On attend qu'il ait la même préférence lorsqu'il est possible d'acheter les deux paniers. Au prix P' et revenu W', il choisit par définition x de P' et W'. Il faut donc que le panier x de P et W ne soit pas accessible, sinon c'est lui qui aurait été choisi. On dit que la demande individuelle satisfait la loi de la demande si P'-P, scalaire, x de P' moins x de P est négatif ou nul. Pour aller plus vite, on dira que la demande individuelle est décroissante. Cette loi n'est pas vérifiée en général. Exemple sur le dessin, si le prix du bien 1 diminue de P1 à P'1, alors la demande du bien 1 diminue elle aussi. Ainsi, la théorie standard ne peut pas démontrer que la demande individuelle d'un bien est décroissante. Voyons ce qu'il se passe si on envisage la demande de tous les consommateurs. Examinons donc le cas où on considère tous les biens et tous les consommateurs. On considère M consommateurs, on appelle W la somme des revenus de tous les consommateurs. Alpha IW est le revenu du IM consommateur. On appelle XI la demande individuelle du IM consommateur. Et X de P et W devient cette fois-ci la somme des demandes individuelles. On l'appelle la demande agrégée ou demande de marché. La demande agrégée est homogène de degré zéro et satisfait la loi de Walras de manière évidente. On dit que la demande agrégée satisfait la loi de la demande si P'-P, scalaire, x de P' moins x de P est négatif ou nul. Pour aller plus vite, on dira que la demande agrégée est décroissante. Peut-on prouver cela? Première proposition, si toutes les demandes individuelles sont décroissantes, alors la demande agrégée est elle aussi décroissante. Mais cette proposition est ridicule. On a justement vu que la demande individuelle n'était pas décroissante en général. Et pourtant, on lit cette proposition dans un des plus célèbres livres de microéconomie, voire la bibliographie. Oublions cette proposition. Peut-être existe-t-il des conditions sous lesquelles soit les demandes individuelles, soit la demande agrégée satisfont la loi voulue. En 1953, William Gorman a trouvé une condition obscure, les courbes d'Engel sont des droites parallèles, mais ce qu'elle signifie vraiment, c'est que la demande xi du IM consommateur peut s'écrire WI fois une fonction A2P. Dans ce cas, toutes les demandes individuelles sont décroissantes, et donc la demande agrégée est elle aussi décroissante. Or, c'est cette fonction petit a qui détermine les choix de consommation. Donc si tous les consommateurs ont la même fonction petit a, c'est qu'ils font tous les mêmes choix de consommation. Or, bien sûr, il est absurde de supposer que deux consommateurs différents font les mêmes choix. Donc, c'est qu'il n'y a qu'un seul consommateur. Cette façon d'agréger la demande en disant qu'il n'y a qu'une seule demande, c'est injustifiable et toujours ridicule. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à trouver une condition réaliste, une hypothèse supplémentaire, sous laquelle les demandes individuelles sont décroissantes. Cependant, on a trouvé une condition sur les consommateurs, sous laquelle les fonctions de demandes individuelles ne sont pas nécessairement décroissantes, mais telle que la demande agrégée, elle, l'est. Cette condition est la suivante. Tous les consommateurs font les mêmes choix de consommation,
et la richesse individuelle est uniformément distribuée. Alors la demande agrégée, telle que définie par l'intégrale, est décroissante. Le problème est que cette condition fait l'hypothèse d'un nombre infini, indénombrable de consommateurs tous identiques, et en plus d'une distribution uniforme des richesses. Hildenbrand a-t-il vraiment vécu aux États-Unis, pays inégalitaire s'il en est? Pour l'instant, la loi de la demande agrégée n'a pas été démontrée, mais peut-être le sera-t-elle un jour. Eh bien non, et ce sont des économistes néoclassiques eux-mêmes qui l'ont prouvé. Le résultat provient de plusieurs théorèmes démontrés entre 1972 et 1974. On l'appelle parfois le théorème SMD, des initiales de ses auteurs. La demande peut avoir n'importe quelle allure, toute fonction continue, homogène de degré zéro, satisfaisant la loi de Walras, est une demande agrégée possible. Il existe des fonctions oscillantes qui satisfont ces hypothèses, donc la demande n'est pas nécessairement décroissante. La loi de la demande est définitivement non démontrée. Cette loi, soi-disant, est une caricature du théorème d'Arrow et de Breux que nous verrons en partie 6. Ce théorème garantit l'existence d'un équilibre, mais nullement son unicité. En partie 6, nous verrons qu'il y a toujours au moins un équilibre entre l'offre et la demande, mais sans la croissance de l'offre et la décroissance de la demande. Le théorème montre donc qu'il peut y avoir plusieurs équilibres, mais lequel une économie devrait-elle choisir? Les consommateurs favoriseraient des prix bas et les producteurs des prix élevés. Cela implique des rapports de force économiques, la nécessité d'un compromis, bref, le retour de l'aspect inévitablement politique de l'économie que la théorie standard s'échine à mettre sous le tapis. Terminons par une application néoclassique de la loi de l'offre et de la demande, le chômage sur le marché du travail. Ce qui suit provient d'un site de ressources pédagogiques en SES, Melchior. Les expressions surlignées en rouge nous suggèrent que l'idéologie du site est probablement assez éloignée du trotskisme. Melchior présente deux analyses du chômage, l'analyse néoclassique et l'analyse keynésienne. Ce sera déséquilibré et gagné par les néoclassiques par 42 lignes contre 8. Selon Melchior, lorsqu'on s'éloigne du mode de fonctionnement d'un marché en concurrence pure et parfaite, des situations de chômage peuvent apparaître. Sur le marché du travail se rencontrent l'offre de travail des salariés et la demande de travail des entreprises. L'offre de travail est une fonction croissante du salaire réel. La demande de travail est une fonction décroissante du taux de salaire réel. Nous sommes les deux pieds dans la théorie économique standard néoclassique. On continue. D'après la loi de l'offre et de la demande, c'est donc la flexibilité salariale qui permet le retour spontané à l'équilibre. S'il y a du chômage, c'est à cause d'un manque de flexibilité salariale que les économistes appellent aussi des rigidités salariales. Alors d'où viennent ces rigidités qui empêchent le bon fonctionnement du marché concurrentiel? Elles ont deux origines, l'intervention de l'État et l'action des syndicats. Celles-ci peuvent être à l'origine de réglementations du travail, par exemple, avec un centraux, l'existence d'un salaire minimum, d'une législation protectrice de l'emploi, ou encore de systèmes de protection sociale. Ainsi, le chômage classique s'explique par des obstacles à la baisse des salaires. Pour ne pas avoir l'air trop partisan, Melchior finit par quelques lignes d'analyse keynésienne du chômage. Le chômage, dit-il, résulte donc d'une insuffisance de la demande globale de biens et de services. Pour finir, la théorie de l'offre et de la demande fait des hypothèses économiquement irréalistes. Celle de la théorie du producteur, voire vidéo 3, celle de la théorie du consommateur, voire vidéo 4. Cette théorie fait surtout des hypothèses mathématiquement incohérentes. Le fait que les agents sont preneurs de prix et la croissance de l'offre, la continuité de l'offre individuelle et agrégée, la décroissance de la demande agrégée. Ces hypothèses enlèvent tout intérêt à la théorie standard de l'offre et de la demande en concurrence parfaite. Mais on peut en tirer un grand bénéfice idéologique. Les fonctions d'offre et de demande, et leurs soi-disant lois, sont enseignées dans nombre d'enseignements au lycée. Tous les élèves de seconde, de première générale et STMG y ont droit. Le plus grotesque est le programme de mathématiques de première générale, à compter de la rentrée 2023. Comme nous l'avons vu dans la vidéo 1, il propose de modéliser la demande comme une fonction décroissante et l'offre comme une fonction affine croissante. C'est vraiment faire avaler aux élèves une modélisation entièrement idéologique sous couvert de la science mathématique neutre. Un livre essentiel, sans mathématiques, celui de Jacques Généreux. Un livre génial, avec des mathématiques, celui d'Emmanuel Bénicourt et Bernard Guérien. C'est la base principale de cette série de vidéos. À bientôt pour la partie 6, un vrai théorème démontré par la théorie standard, qui a quelques problèmes.